Donc voilà, du coup, je travaille sur le campus et aussi à l'IRAM, à l'Institut de radioastronomie millimétrique, dont les bâtiments... Ah, vous m'entendez pas? Ah oui, là, c'est mieux. Euh, dont les bureaux aussi sont juste à côté de l'IPAG, en fait, et pour lequel on a 2 observatoires, un en Espagne, donc en Sierra Nevada, au-dessus de Grenade, et un au plateau de Bure, donc au-dessus de Gap, où on a un réseau d'antennes et auquel je me rends plusieurs fois par an pour participer au fonctionnement du télescope. Aujourd'hui, je vais vous parler de formation planétaire. Et pour ça, j'ai choisi cette nébuleuse. Donc, vous l'avez peut-être déjà vue. Est-ce qu'elle vous parle à certains? Pas trop. Est-ce que quelqu'un la connaît? Là-bas au fond. C'est la nébuleuse de la Carène. Ah oui, il y a des experts quand même dans la salle. Oui, donc c'est la nébuleuse de la Carène qui a été observée avec le James Webb. Et donc j'ai choisi cette image parce qu'en fait c'est dans ce genre de nébuleuse que naissent les étoiles et potentiellement les futurs systèmes planétaires. Donc vous avez probablement entendu qu'on avait beaucoup d'étoiles dans notre galaxie. Donc il y en a une centaine de milliards. Ça, je pense que à peu près tout le monde le sait aujourd'hui. La probabilité, c'est qu'on ait probablement autant de planètes que d'étoiles en fait dans l'univers, même si aujourd'hui on n'en a pas détecté encore des milliards, on en a détecté que quelques milliers, plus de 5000, parce qu'on est en train de découvrir qu'en fait probablement la plupart des étoiles qui se forment formeront au moins une planète qui orbitera autour de cette étoile. Donc là, c'est une image d'artiste, faut le préciser, qui représente un peu plusieurs étoiles dans une petite partie de l'univers, avec des systèmes planétaires qui orbitent autour d'elle. Et j'aime aussi cette image d'artiste, parce qu'elle représente, donc c'est une image d'artiste, qu'il y a un artiste qui a travaillé en proche collaboration avec des astrophysiciens, pour essayer de représenter un peu la diversité des exoplanètes qu'on a aujourd'hui, qu'on connaît aujourd'hui. Et sur cette image, la Terre se cache quelque part. Donc, est-ce que quelqu'un sait, peut reconnaître la Terre sur cette image? Alors, des idées, je vois les gens qui pointent l'écran. Alors, guidez-moi, moi je veux bien être le pointeur de la probabilité. Je monte. Plus haut au centre. Ouais, ici. Oh, bien vu, hein, franchement, vous avez un bon œil. Donc voilà, la Terre est toute petite, tout en haut, un bleu avec un peu de marron dessus. Et donc vous voyez que ça ne représente pas du tout aujourd'hui la majorité des planètes qui ont été observées. Donc le terme exoplanète, je pense que vous en avez tous entendu parler à ce stade de l'école. Vous savez tous ce que c'est qu'une exoplanète? Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui se lance sur une définition courte? La spécialiste dans le fond? Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Donc en dehors du système de notre système solaire qui orbite autour d'une autre étoile. Et donc avec cette image que vous pouvez retrouver sur Internet, avec les vrais noms qui ont été mis, l'artiste il a essayé de représenter par ses différentes couleurs et ses différentes tailles la composition des planètes qu'on a aujourd'hui découvert dans l'univers. Donc en fait, on a des géantes gazeuses, on a des géantes de glace. On a découvert à ce jour beaucoup moins de planètes telluriques petites comme la Terre, parce qu'elles sont plus difficiles à détecter. Parce que probablement que vous avez aussi entendu qu'il y a plusieurs techniques pour détecter ces exoplanètes, mais bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est la formation de ces planètes. Comment elles se forment et où est-ce qu'elles se forment. Et c'est ce que je vais essayer de vous raconter dans les quelques minutes qui me restent. Donc, pour résumer, tout commence, on l'a dit, dans les nébuleuses comme la nébuleuse de la Carène, que je vous ai montré sur ma première slide. Et ici, donc, c'est une image d'artiste où on voit ici représenter donc, ce type de nébuleuse.
Donc c'est une représentation schématique, donc beaucoup plus simplifiée. Donc on appelle ça aussi un nuage moléculaire ou nuage interstellaire. Donc c'est des très grands nuages qui s'étendent sur plusieurs unités astronomiques. Donc l'unité astronomique, vous savez tous ce que c'est? C'est quoi? Voilà. Très bien. Donc du coup, vous voyez que ce sont des nuages très très étendus. Et donc ces nuages, ils vont rester dans des états comme ça, enfin ils vont se densifier au fur et à mesure du temps. Et puis il y a des petits grumeaux qui vont s'en mettre dans ces nuages en fait. Et ces grumeaux, c'est surdensité. Et ben à force de grossir, certaines d'entre elles vont pouvoir en fait s'effondrer sur elles-mêmes. Et pour certaines, jusqu'à former en fait ce qu'on appelle une proto-étoile, donc un bébé étoile, une étoile naissante, qui va se former et qui va accréter autour d'elle, continuer d'accréter toute la matière qu'elle peut de ce nuage. Donc dans ce nuage, il est fait de poussière et de gaz. Ce gaz, il est constitué de molécules, de certaines molécules qu'on connaît sur Terre, comme l'ammoniac, certaines formes d'alcool. Donc il y en a déjà dans ces nuages moléculaires. Et donc cette matière, elle va comme ça s'accréter sur ces futurs systèmes protostellaires. Donc on a une protoétoile au centre, et puis autour de cette protoétoile, on a un espèce de disque de matière qui va se former. Donc ce disque, il se forme en fait par conservation de l'énergie, par conservation du moment angulaire. La matière qui s'accrète sur l'étoile va nécessiter qu'en fait la matière se mette aussi en rotation autour de cette protoétoile et forme ce qu'on appelle un disque protostellaire qui est encore connecté dans ses premières années à son nuage moléculaire, avec cette espèce d'enveloppe autour de lui qu'on appelle aussi une enveloppe protostellaire. Et puis au fur et à mesure, le disque va continuer de se nourrir de cette enveloppe et de ce qui reste du nuage. Et puis cette enveloppe, les restes de cette enveloppe va se dissiper, se diffuser dans le reste du milieu interstellaire. Et le disque finira par être isolé, donc avec sa protoétoile au centre, et isolé du nuage moléculaire depuis lequel il s'est formé. Et ce disque, c'est ces objets que moi j'étudie, qui sont pour moi des objets extrêmement intéressants, et en particulier pour la formation planétaire, parce qu'on suppose qu'en fait tous les ingrédients nécessaires à la formation d'un futur système planétaire se trouvent en fait dans ce disque. Donc à la fois les poussières et les éléments chimiques qui vont être essentiellement dans le gaz, mais pour certains d'entre eux collés sur ces fameuses poussières. Et donc ce disque, il va évoluer aussi pendant plusieurs millions d'années. Donc la matière, elle orbite autour de la protoétoile centrale. Elle orbite, donc du coup, c'est pas du tout une matière régulière. Il y a plein de grumeaux ici aussi. Donc il y a les planètes, les petits planétésimaux qui vont commencer à se former, à former des sillons dans ces disques. Sillons qui vont être formés par ce qu'on appelle des protoplanètes qui vont commencer à se former, donc imagés ici par ce petit point. Et puis qui va comme ça orbiter autour de l'étoile et qui va ramasser la matière, la poussière et le gaz, agglomérer toute cette matière et puis comme ça grossir et finir par former une planète si tout se passe bien pour ce disque, si on arrive à le conserver pendant plusieurs millions d'années pour donner naissance à ce qu'on appelle un système planétaire. Et donc ces systèmes planétaires, on peut aujourd'hui les observer. Et on peut les observer notamment ici en radioastronomie. Donc ça, c'est des observations qui ont été faites, donc c'est des observations récentes. C'est une science récente. Le premier disque protoplanétaire qui a été imagé en radioastronomie avec autant de détails, c'était avec ALMA et c'était en 2014. Donc depuis, on en a imagé plein d'autres. Et ici, on voit en fait la structure en poussière de ces disques. Donc au centre, on a l'étoile, la protoétoile. Et autour, donc, comme je vous disais, la poussière. Et ce qu'on a constaté avec ces observations, c'est que la plupart de ces disques protoplanétaires en fait, sont déjà structurés avec des structures principalement en anneaux concentriques autour de la protoétoile. Mais les anneaux ne font pas toujours la même taille. On voit qu'il y en a qui sont plus ou moins fins. On voit aussi dans certains de ces disques des asymétries. Donc, par exemple, ici, on voit qu'il y a une asymétrie dans la poussière. Donc potentiellement, la poussière qui est en train de s'agglomérer dans une partie du disque, qui peut-être formera une planète. Aujourd'hui, on n'est pas certain.
mais on pense que ça peut être l'initiation de la formation d'une planète. Et puis pour d'autres disques, on voit aussi des structures en spirale. Bon là, on ne le voit pas très bien, mais vous devez me croire, je crois que c'est ce disque-là. Du coup, il y a plusieurs structures en poussière, mais essentiellement, ce qu'on a constaté avec ces observations, c'est que ces disques étaient extrêmement structurés dès cette étape. Et encore plus récemment, ce qu'on a pu faire, c'est imaginer la composition en gaz de ces disques. Donc là, je reprends la même image. Donc on avait 20 disques protoplanétaires. Maintenant, on va s'intéresser à un de ces disques en particulier. Donc en bas, à votre droite, vous avez un disque. Et ce disque-là, on est allé l'observer, donc toujours avec l'aide de la radioastronomie. On a observé son gaz. Et là, on a observé donc ces 20 espèces différentes, enfin ces 20 transitions d'espèces différentes. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'avec le gaz, on observait des structures encore plus diversifiées qu'avec la poussière. Dans le sens où pour un disque donné, on voit qu'on a des structures extrêmement variées d'une espèce chimique à l'autre. Donc on a par exemple des espèces qui sont extrêmement compactes, qui se tracent essentiellement les parties internes du disque, et puis des espèces chimiques qui sont beaucoup plus évasées, qui vont, elles, tracer plutôt les parties externes de ce disque. Donc ça encore, ça va nous informer, ça va nous donner des informations sur la composition et la structure de ces disques, donc des informations sur sa structure physique, parce qu'en fait, ces sondes, on les appelle aussi ces sondes chimiques, elles se retrouvent dans ces états-là parce qu'elles réagissent à certaines conditions physiques, donc une température, une densité. Et si on a telle température, enfin une température et une densité donnée, alors l'espèce va être excitée et va émettre à cette température spécifique. Donc ça nous donne des informations sur la structure physique de ces objets, mais aussi sur sa composition chimique et la distribution des éléments chimiques dans ces disques. Et donc, en voyant que la matière est déjà bien structurée à ces étapes extrêmement jeunes de formation des systèmes planétaires, on peut essayer de comprendre un peu comment cette matière va ensuite se distribuer dans les potentielles planètes qui vont se former dans ces disques. Donc moi, c'est la science que j'étudie, et ça, pour vous dire, c'est encore plus récent, parce que ces images-là, elles ont été obtenues en 2021, et c'était les premières images extrêmement structurées de molécules dans le gaz de ces disques. Donc c'est vraiment une science actuelle. Et donc du coup, on n'observe pas que dans le domaine radio, on observe aussi avec le James Webb, hein, donc vous aviez tous reconnu la carène. Et donc là aussi, c'est une image donc, d'une jeune protoétoile en train de se former. Et sur cette image, il y a aussi un disque protoplanétaire, cette fois observé avec le James Webb. Donc on n'est plus dans le domaine radio, on est dans le domaine infrarouge. Et est-ce que vous voyez où se trouve le disque protoplanétaire ? Alors l'étoile. Où est l'étoile ? Alors l'étoile est au centre. Donc le centre, c'est où le centre ? Le centre, là, d'accord. Et en fait, donc l'étoile, je vous ai dit, dans ses premières étapes, elle accrète de la matière, mais ce que j'ai omis de préciser, c'est que vu qu'elle accrète de la matière, aussi par conservation de l'énergie, elle en recrache beaucoup. Donc on voit en fait là, ici, toute la matière qu'elle recrache, et puis une partie de cette matière va retomber sur la protoétoile et son disque, et une autre partie finira par se dissiper. Mais là, il y a un disque, donc il est tout petit. Il est tout petit. Est-ce qu'il y en a qui ont des idées ? Ah oui, j'ai vu des signes dans la salle. Des pistes. Comme ça. Donc en fait, il est vu par la tranche. Ceux qu'on voyait tout à l'heure, ils étaient plutôt vus de face. Et là, il est par la tranche dans cette direction-là. Donc en fait, l'étoile est au centre. Le disque est vu par la tranche. Et perpendiculairement à ce disque, on a ce qu'on appelle des flots moléculaires, des jets de matière de part et d'autre de ce disque. Donc en fait, le disque ici, on ne le voit pas vraiment parce qu'en fait, on n'est pas dans le même domaine de longueur d'onde d'observation que dans le domaine radio. Et donc en fait, la poussière millimétrique qui caractérise les structures que je vous montrais avant, en fait là, elle est sombre, elle est assombrie et on ne voit pas le disque. Donc il est vu par la tranche. Et donc avec James Webb, en fait, on va avoir des informations complémentaires sur la composition de ces disques, mais aussi sur leur
la façon dont ils se structurent et leurs conditions physiques. Donc ça, c'est pour juste illustrer en fait qu'on a besoin finalement d'une grosse partie du spectre électromagnétique aussi pour vraiment comprendre ces objets. Et c'est également ce que je fais dans mes recherches pour essayer de comprendre comment se forment ces systèmes planétaires et ce qu'on peut en apprendre sur l'origine de notre système solaire. Donc ça, c'était pour conclure sur la naissance d'une protoétoile vue par le James Webb. Et si vous avez des questions, je peux répondre à certaines. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Romane. Damien a levé la main avant même que les questions soient proposées, donc je vais lui donner la parole. On va prendre qu'une seule question parce qu'on va être sinon vraiment trop en retard sur le planning, mais voilà, je donne le micro. Bonjour. Bonjour. Je me suis toujours un peu posé une question. Je visualise pas exactement comment, quand le nuage moléculaire s'écroule sur lui-même dans la nébuleuse, pourquoi et à quel moment ça se met à tourner et pourquoi dans un sens horaire ou anti-horaire. Je vois pas comment est-ce qu'on passe de ce mouvement d'écroulement qui a l'air uniforme à hop, ça tourne. Alors en fait, donc je l'ai dit rapidement. Donc en effet, donc la matière en fait, elle va s'effondrer. En fait, il va y avoir un déséquilibre des forces. À un moment, donc la matière s'agglomère, donc la poussière s'agglomère, donc elle est de plus en plus pressurisée. Elle est de plus pressurisée, et si elle devient suffisamment lourde, elle va s'effondrer gravitationnellement sur elle-même. Et donc à ce moment-là, cet effondrement, il va provoquer une rotation du système en formation. Et donc là, donc l'image que je vais vous proposer n'est pas de moi, mais beaucoup vous diront que à partir du moment où la matière s'effondre, en fait, il y a l'effet de force centrifuge qui va rentrer en jeu. Et donc c'est comme quand vous faites une pizza, les pizzaiolos qui s'amusent à faire des pizzas. Et quand ils font tourner la matière, vous voyez, au début, on part d'une boule, une pizza, on la fait tourner, ils la font tourner sur leurs mains puis sur leurs doigts. Et donc là, la matière va s'évaser par, en fait, c'est la force centrifuge qui va faire que la matière s'évase et s'aplatit de plus en plus en formant cette espèce de disque. Donc en fait, elle s'agglomère, en fait, elle s'effondre au centre, en direction de la protoétoile, et elle s'agglomère sur les bords, et puis il y a une partie aussi qui est rééjectée, donc sous la forme des flots que je montrais ici. Donc en fait, c'est un équilibre de force qui fait qu'on a cette matière en fait qui s'étend sous forme de disque. J'ai répondu à la question, à peu près.